Bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. Et très heureux de vous retrouver sur le site de la République des Pyrénées.fr, sur sudouest.fr. Nous sommes dans les conditions du direct, au 7e étage du complexe de la République, au cœur même de Pau, à quelques pas, à quelques mètres des Halles de Pau. Et c'est d'ailleurs le même ensemble géré par la SPL qui nous accueille aujourd'hui. Et nous sommes très heureux de vous retrouver pour ce qui est un rendez-vous régulier du printemps, ces conférences de l'immobilier organisées par la République, par l'Éclair et par Sud-Ouest, qui une nouvelle fois ont mobilisé leur rédaction et les professionnels de l'immobilier afin de prendre le pouls du marché. Alors, jusqu'il y a 2 ans, nous étions au Palais Beaumont pour réaliser en public ces conférences de l'immobilier. L'année dernière, nous étions au Pavillon des Arts pour déjà inaugurer le principe des webconférences qui se rééditent cette année avec l'ensemble des partenaires qui vont donc se succéder au micro durant 3 rendez-vous qui seront diffusés jusqu'au 16 mai sur les 2 sites donc des 2 journaux de la rédaction de Pyrénées Presse et du journal Sud-Ouest. Heureux de vous accompagner en tout cas cette année encore pour évoquer les chiffres clés de 2021, les grandes tendances du marché, les nouvelles offres que celui-ci propose également, non seulement sur Pau, mais également sur tout le Béarn. Nous parlerons du marché du neuf spécifiquement, qui se réinvente sur tout le territoire. Ça sera dans la 2e webconférence que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur le site que vous êtes en train de suivre. Et puis la 3e webconférence sera consacrée aux tendances, aux projets, aux évolutions, à l'attractivité finalement de ce territoire. Si ces 3 webconférences sont réalisées dans les conditions du direct, elles sont publiées le jour même où un supplément complet est dédié à l'ensemble de ce sujet. Vous allez le voir apparaître juste à côté de moi. Voici donc ce Pyrénées Écho dédié une nouvelle fois au marché de l'immobilier. Romain Belli, vous qui représentez le journal Sud-Ouest, vous serez accompagné tout à l'heure par Bruno Robali pour la République des Pyrénées. Mais Romain, pourquoi est-ce qu'une nouvelle fois, les rédactions des 3 titres se sont mobilisées pour cette thématique de l'immobilier, pour décliner celle-ci en papier, en web et en webconférence? Bonjour Eric, bonjour à tous. C'est très simple, c'est que tout le monde se pose des questions sur l'immobilier. Et dans cette période de crise et d'indécision encore plus, on a besoin d'éclairage. C'est un éclairage qu'on apporte tous les ans. C'est quelque chose c'est un rendez-vous très attendu aussi, dans lequel s'impliquent les rédactions de la République, l'Éclair et Sud-Ouest. C'est un rendez-vous utile parce qu'on a la température du marché, mais on a un peu plus que ça. On sait aussi à quoi ça va ressembler dans le futur. Et c'est important pour ces investissements. Moi-même, j'ai fait des travaux dans ma salle de bain. Je vous en félicite. C'est Voilà. tout à votre honneur. Oui, c'est très bien de démarrer comme ça, planter de l'école. Vous avez Voilà. raison. Et je voulais m'assurer que c'était le bon moment de le faire ou d'acheter un pavillon la Sub avec vue sur les Pyrénées. Enfin, voilà. On a plein de questions à se poser. Moi, je pense qu'il y a aussi une impatience, Eric. Il y avait une impatience parce que l'an dernier, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait terminé en se disant peut-être que cette crise du Covid, le télétravail, va pousser les gens vers les campagnes et vers les villes moyennes. Alors, moi, je voulais savoir si vraiment, au bout d'1 an, on avait déjà ce ressenti-là. Et je pense que les professionnels vont pouvoir nous répondre. Eh bien, on va leur poser la question au cours donc, de ces 3 rendez-vous. Vous serez donc, je le disais, accompagné par Bruno Robali. Alors, comme nous sommes au 7e étage du complexe de la République, vous ne le voyez pas forcément derrière nous, mais nous avons pratiquement vu sur l'appartement de Bruno Robali, qui est, je ne vous dis pas l'adresse, parce que sinon les fans, tous les matins, iraient frapper à sa porte, mais vous avez fait des travaux, vous cuisinez, enfin, pour parler de sujets intéressants, quoi. Oui, non, c'est vrai que l'avantage, c'est que les journalistes de la République des Pyrénées, de l'Éclair des Pyrénées et de Sud-Ouest habitent en Béarn, sont des observateurs du marché immobilier, sont des investisseurs, on l'a vu, puisqu'on habite ici. Il faut aussi joindre aux rédactions Sud-Ouest Publicité, qui est un artisan de ce rendez-vous tous les ans. Et c'est vrai que tout au long de l'année, on reflète l'actualité du marché immobilier. Mais c'est vrai qu'au printemps, on a ce rendez-vous qui permet de faire la synthèse de l'ensemble des données et de donner des conseils pratiques et des analyses plus globales pour éclairer l'ensemble de nos lecteurs sur papier, mais aussi sur nos sites internet. Alors, démarrons cette première webconférence face aux nombreuses instabilités économiques liées à la crise sanitaire. Le marché de l'immobilier, si on en croit le supplément sorti aujourd'hui dans les 3 côtés du Béarn, le marché de l'immobilier tient le coup. Cependant, ce marché a évolué sur un rythme saccadé depuis le début de l'année dernière, au ralenti, voire à l'arrêt. Durant le premier confinement, on assistait à une belle reprise dès la fin du confinement et durant les premières semaines de l'été 2020. Puis, le marché a à nouveau connu un ralentissement en novembre et en décembre. Alors,
Qu'en est-il en 2021? Quelles sont les tendances des prix, les tendances du marché, la disponibilité des logements, l'accès au crédit, les nouvelles offres? Autant de sujets que l'on va aborder avec les 4 invités qui nous ont rejoints ce matin et que nous allons présenter les uns après les autres. À mes côtés se trouve Antoine Fabre, le président de la Chambre interdépartementale des notaires, alors du 64, mais également du 40 des Landes et du 65. Ça fait combien d'ailleurs, Antoine Fabre, de professionnels que vous représentez au niveau de la Chambre interdépartementale? Alors aujourd'hui, donc exactement 366 notaires donc sur les Landes, Pyrénées-Atlantiques et Hautes-Pyrénées. Le monde change, le monde législatif, le monde dans lequel nous évoluons. Est-ce que le notariat change également ou a changé ces dernières années pour le grand public? Alors oui, d'abord il y a quasiment maintenant plus de femmes que d'hommes au sein de la profession notariale. Donc ça, c'est un sacré changement, effectivement, par rapport à ce qu'a pu être le notariat il y a une trentaine d'années. Deuxièmement, je pense que la profession a fait un effort d'investissement informatique qui est vraiment majeur, hein, et qui a permis notamment pendant la crise du Covid de pouvoir recevoir des actes à distance, hein, c'est-à-dire de pouvoir continuer l'activité notariale. Hein. Et ensuite, il y a donc une augmentation raisonnable du nombre de notaires, puisque c'était un petit peu, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons que c'était un petit peu figé. Et donc, avec la loi croissance et l'apparition des notaires salariés, donc on a pu augmenter le nombre de notaires et assumer peut-être un service plus proche de nos concitoyens. Alors vous êtes venu, Antoine Fabre, ce matin avec des chiffres que nous allons diffuser tout à l'heure. On va les garder encore un petit peu secrets. Ils vont nous permettre de faire le fil rouge, hein, finalement, de cette table ronde. Des chiffres qui sont toujours très attendus parce qu'ils reflètent l'évolution, justement, du marché. Ces chiffres sont issus d'une enquête, en réalité, dont les résultats, là, sont véritablement d'actualité, sont tout frais. Alors tout à fait, puisque donc on a les chiffres qui arrivent à février-mars 2021. Il faut savoir que donc les notaires, nous avons, on a un fichier donc statistique que l'on charge à chaque vente. Hein. À l'heure actuelle, pour des petits problèmes techniques, on arrive à le charger à peu près à 60%, 70% des ventes qui sont réalisées. Et j'ai le plaisir, si je puis dire, de vous annoncer qu'à compter du 1er juillet, donc le fichier statistique sera chargé à 100%. Ce qui, je pense, peut être utile parce qu'on a tous besoin, à un moment ou à un autre, dans le cadre d'une succession, d'un divorce ou d'une prévision de vente, tout simplement de connaître la valeur des biens. Et là, on sera en mesure de dire dans tous les quartiers, dans toutes les rues, les valeurs habituellement constatées. Dans les quartiers, dans les rues de Pau, par exemple, que connaît particulièrement bien la SIAB, c'est une filiale de Pau Béarn Habitat et de la CEPA. Marie-Céline Cazoba en est la directrice de projet. Cette filiale, elle est dédiée au renouvellement urbain. Elle a pour objectif de répondre de la meilleure façon possible à des projets immobiliers souvent complexes, hétéroclites, hétérogènes, hein, conduits par des acteurs à la fois publics, privés. On peut dire, Marie-Céline Cazoba, que quelque part vous voyez passer toutes les transactions immobilières et ça vous permet de poser un regard particulier, ce qu'on fera tout à l'heure, hein, sur ce qui se passe au niveau des tendances, sur le centre-ville de Pau en particulier. Oui, effectivement, on voit passer toutes les transactions puisque au moment de la vente, les notaires nous envoient la fameuse déclaration d'intention d'aliéner et on visite tous les immeubles entiers qui sont proposés à la vente, justement pour suivre au plus près l'évolution du marché et parfois conseiller les acquéreurs dans leurs projets de rénovation. Vous êtes un bras armé, dans le bon sens du terme, hein, d'une politique de projet cohérente de la part des collectivités, notamment territoriales. Ce rôle-là de la SIAP, il vous confère, entre guillemets, un rôle particulier lorsqu'on parle des aménagements, des transformations du centre-ville. Alors la SIAB intervient depuis 10 ans maintenant, donc c'est vrai qu'elle a un petit recul sur l'évolution du centre-ville de Pau. On intervient dans le cadre d'une concession d'aménagement pour la collectivité, d'abord la ville au démarrage du projet il y a 10 ans et aujourd'hui l'agglomération de Pau. On a travaillé sur 1600 logements qui ont été remis sur le marché en 10 ans et c'est un objectif à peu près de la même ampleur qui nous est fixé pour les 10 prochaines années puisqu'on vient de renouveler la concession avec l'agglomération paloise. Alors nous n'allons pas parler que de Pau, hein. Ce matin je rassure tout le monde, on va élargir les propos et notamment également avec nos 2 derniers intervenants à qui je vais donner le micro. Sonia Rivaud, tout d'abord, vous êtes adjointe à la direction relations clientèle et responsable de l'agence Béarn à l'Office 64 de l'habitat. C'est le premier bailleur social des Pyrénées-Atlantiques qui, cela dit, cette année, va fêter un anniversaire également, puisqu'il a été créé, cet Office 64 de l'habitat, en 1951. On tombe donc sur une année
clé en matière d'anniversaire. Les choses ont beaucoup bougé, hein, c'est le moins que l'on puisse dire, en matière de logement social en 50 ans, entre ce qui a prévalu quelque part, hein, la création de l'Office et ses missions aujourd'hui. Il y a 75% de la population qui est éligible au logement social et on le dit trop peu souvent. Ça représente combien aujourd'hui de demandes, de dossiers sur l'ensemble du département et peut-être en Béarn spécifiquement, Sonia Rivaud? Alors, bonjour à tous. Oui, effectivement, donc, c'est une belle année, hein, pour l'Office 64 de l'habitat, puisque nous fêtons donc nos 70 ans. On est très fiers, effectivement, de dire aujourd'hui que 75%, vous l'avez dit, de la population est éligible, hein, au logement social. Alors, à l'échelle de notre département, donc ça se manifeste aujourd'hui. Nous avons 18 000 demandes de logement en stock, donc en attente d'être satisfaites, qui représentent donc 65% sur la partie basque et 35% sur la partie béarnaise. Donc nous gérons aujourd'hui à peu près 12 000 logements qui sont répartis sur 160 communes du département. Alors on verra, je crois qu'on a une petite carte d'ailleurs qui va apparaître à l'écran, qui va nous permettre de voir de quelle façon sont répartis justement l'ensemble de ces logements. Comment vous qualifieriez aujourd'hui le regard que l'on porte sur le logement social? Selon vous, il a quelle image aujourd'hui le logement social? Alors, le logement social, on en parle de plus en plus. Pour moi, ça renvoie, les chiffres le confirment, hein, 75%, c'est pas rien de la population. Donc aujourd'hui, on est en capacité d'intervenir sur l'ensemble d'un territoire, hein, qu'on soit en zone tendue ou bien en zone détendue. Donc effectivement, on est en capacité de répondre, hein, aux enjeux de la politique habitat en zone urbaine, mais également en zone rurale. Bertrand Henry, à côté de vous, dirige PG Immo, c'est la maison mère du réseau d'agences Square Habitat. Square Habitat Pyrénées-Gascogne propose de nombreux services immobiliers à l'intention des vendeurs, des acheteurs, des locataires, des bailleurs, des copropriétaires. C'est vous qui allez répondre dans quelques instants en premier aux questions de Romain Belli et de Bruno Robali. La mission de votre réseau immobilier, est-ce que, selon vous, elle a évolué au cours de ces dernières années? Et est-ce que les attentes, quelque part, de vos clients ont évolué par rapport à vous? Bien sûr que notre mission a évolué. Aujourd'hui, l'excellence professionnelle doit être un point de mire dans nos activités pour assurer une relation client optimum et répondre avec réactivité auprès de nos clients sur toutes les actions que nous faites, mais surtout à travers une communication déployée et affirmée pour faire en sorte que ces mêmes clients aient toutes les informations des actions que nous réalisons. Et aujourd'hui, ces clients, s'il fallait les quantifier sur ce territoire, il y en aurait combien? Alors aujourd'hui, nous opérons sur le métier de la gestion immobilière où nous gérons, nous exerçons le métier de syndic. Et là, nous gérons des lots de copropriété, hein, des immeubles à hauteur de 1600 immeubles totalisant 38 000 lots de copropriété. Nous exerçons aussi l'activité de gestion locative où nous gérons 8 000 lots de gestion locative. Nous exerçons aussi des activités de transaction en vente de neuf et en vente ancien où nous opérons à hauteur de 1000 ventes par an. Si on totalise l'ensemble de nos activités de transaction. Et nous faisons aussi des activités de location saisonnière. Bertrand Henry, Romain Belli a une première question à vous poser. Absolument. Monsieur Henry, le métier d'agent immobilier, c'est par habitude quelque chose qui se projette sur un temps long. Cette crise, elle a changé quelque chose quand même dans les comportements. On a des achats précipités. On se pose beaucoup plus de questions depuis un an sur nos achats immobiliers. Il s'est passé beaucoup de choses. La dernière fois qu'on enregistrait cette conférence de l'immobilier, il y a un an, on sortait à peine du premier confinement. Il s'est passé 2-3 événements depuis. Qu'est-ce que, dans le métier d'agent immobilier et dans le comportement des acheteurs, qu'est-ce que ça a changé? Alors, c'est sûr que la crise pandémique a donné une nouvelle tendance des comportements des clients et surtout des activités et des professions immobilières. Premièrement, si je me situe au niveau des clients, il est sûr et certain que pendant toute cette crise, nous avons dû avoir à communiquer avec eux, à travailler avec eux dans des conditions assez inédites. Je vous rappelle que lors des périodes de confinement,
l'agent immobilier, pour la première période de confinement l'année dernière, n'a pas pu travailler puisque l'exercice de la profession a été interdit. Et cette année, il a dû travailler dans des conditions vraiment minimes puisque le protocole des visites était très encadré et limitait fortement les rencontres avec les potentiels clients. À cet effet, les visites n'étaient uniquement destinées pour les personnes qui souhaitaient acquérir des résidences principales. Donc les investisseurs ou les personnes qui souhaitaient acquérir des résidences secondaires ne pouvaient pas visiter normalement les biens qu'ils souhaitent acquérir. Alors, l'environnement de la crise, il a pour effet une tendance aussi inédite. Pour quelle raison? Parce qu'on a eu donc des affaissements vraiment véritables et incroyables de nos activités pendant ces périodes de confinement. Et ensuite, on a eu ce qu'on appelle l'année dernière un effet de rebond technique. C'est-à-dire qu'on a eu un rattrapage de ce qui ne s'était pas passé pendant la période de confinement, plus une activité soutenue. Cette année, la situation est un peu différente. L'agent immobilier a pu évoluer par rapport à ces nouvelles conditions et je vais y revenir justement par rapport à son activité. Alors aujourd'hui, les clients potentiels, qu'est-ce qui a changé dans le comportement du client? Premièrement, le client, ou l'acquéreur potentiel, lorsqu'il va aller sur le marché de l'immobilier, il va être face à une tendance du marché. Donc là, véritablement, on est dans une tendance où le prix est à la hausse parce que la demande est bien plus forte que l'offre et que cette tendance donne une proactivité importante des acquéreurs potentiels. Donc la tendance du marché aujourd'hui, on peut le dire, elle est quand même tendue. Elle est très tendue. Vous parlez du Béarn essentiellement. Là. Alors, le Béarn, et bien plus particulièrement le Béarn, pour une simple et bonne raison, c'est que le Béarn et la ville de Pau a une croissance de son prix d'environ 6% par rapport à l'année dernière. Si on regarde cette tendance haussière du prix, comparativement aux autres régions de France qui ont eu des évolutions pour certaines de 3 à 4%, eh bien, on est sur une tendance très haute. Donc, l'agglomération paloise et le Béarn a bénéficié largement de cette tendance haussière de prix. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le marché était très dynamique parce qu'une nouvelle fois, nous sommes sur l'année 2021 et nous allons avoir un volume de vente au niveau de l'Hexagone d'environ 1 million de transactions. Si je le compare aux années d'avant, puisque vous me parliez du métier de l'agent immobilier il y a quelques années, eh bien, nous sommes sur des valeurs, une volumétrie de transactions très soutenue. Donc on est vraiment sur une tendance de marché avec une tension réelle. Deuxièmement, quels sont les nouveaux critères de l'acquéreur potentiel? Eh bien aujourd'hui, l'acquéreur potentiel sur Pau et son agglomération paloise et sur le Béarn fait qu'il va bien toujours avoir les mêmes critères d'achat, c'est-à-dire la typologie du bien, le prix, la situation du bien. Mais pour autant, ça va donner, qu'est-ce que ça va donner comme nouvelle tendance? C'est que les biens qui auront un jardin, les maisons qui auront un jardin, les appartements qui seront équipés de balcons, eux, auront plus de chances d'être sollicités par les acquéreurs potentiels. Oui, on peut prolonger justement cette analyse avec Antoine Fabre pour voir ce que recherchent aujourd'hui les acquéreurs. Est-ce qu'il y a eu, avec le confinement qu'on a vécu tous, que l'on a subi tous, est-ce qu'il y a eu une volonté des acquéreurs de partir à la campagne, de quitter les centres-villes? Qu'en est-il un peu des volontés des acquéreurs? Et là, on est typiquement dans le sujet du jour, les tendances. Alors, c'est parfaitement exact. Là, c'est sûr et certain que donc, des gens qui ont été confinés, je pense notamment au premier confinement, qui était très dur, hein, donc les gens qui ont été confinés dans un appartement sans balcon ni terrasse, cherchaient tout de suite quelque chose avec balcon et terrasse. Ceux qui avaient des terrasses ou des jardins cherchaient des grands jardins. Et il est certain qu'il y avait... Alors, ça s'est conjugué, donc d'abord ce besoin d'air libre, en quelque sorte, de verdure, hein, qui est absolument évident. Et ça s'est conjugué avec le fait, pour la pression immobilière en général, alors ça c'est au niveau national, mais ça se remarque également ici, hein, au fait que la pandémie crée de l'anxiété, hein,
Cette anxiété pousse les gens à essayer de chercher une valeur refuge, hein, et en l'occurrence, la pierre est une valeur qui rassure énormément, hein, ce qui fait qu'on avait une pression, aussi bizarre que ça puisse paraître, pendant l'année 2020, qui se confirme en 2021, une pression d'achat immobilier. Ça, c'est certain. Donc, on va dire, alors, maintenant, on n'est pas sur le Pays basque côtier, on n'est pas complètement saturé, mais on y reviendra peut-être tout à l'heure. Oui, il n'y a pas quand même d'exode des centres-villes vers les petites villes ou les villages, si? Alors, on a commencé effectivement à parler de l'expression de l'exode urbain, hein, Oui. effectivement, qui peut se comprendre. Alors ça, on l'a eu par contre, effectivement, de gens venant dans le Béarn, hein, je pense notamment à Oloron, bien sûr, et ayant quitté Bordeaux, voire Paris. Et on a très souvent donc, des jeunes gens, je pense à des couples de 30-40 ans, hein, qui veulent, maintenant qui ont découvert le télétravail, qui seraient vraiment beaucoup plus heureux de travailler à Oloron ou à Navarinx, hein, qu'à Paris. Ça, c'est sûr et certain. Cette demande existe, elle est très forte, hein. Alors, comme tous les deux, vous avez répondu à ces questions sur l'évolution du marché, il est peut-être temps de faire afficher maintenant les chiffres avec lesquels vous êtes venus. Ça va permettre de continuer la conversation avec nos autres invités et puis, quelque part, de partager ensemble, hein, ces différents éléments pour ceux qui n'auraient pas vu cette infographie dans le supplément. Je vous invite à la regarder en détail, mais on va l'afficher en plein écran. J'ai demandé à la régie, regardez ces chiffres. Pour nous, ici, c'est un peu moins lisible que sur vos écrans, mais cela dit, pour vous, un chiffre clé, Antoine Fabre, ou un ou deux chiffres clés qu'il faut sortir, qu'il faut extraire, sachant que notre précédent intervenant, Bertrand Henry, a déjà donné quelques éléments qui sont bien corroborés dans ces chiffres. Mais allez-y, je vous laisse en commenter un ou deux. Voilà. Je ne voulais pas aligner trop de chiffres pour ne pas lasser notre auditoire, mais effectivement, on avait fait une enquête, nous, de 2017 à 2021, avec, donc on est sur des périodes un petit peu différentes, où on avait donc au niveau de la hausse sur les appartements un plus 10%, et pour les maisons un plus 8%. Hein, voilà. Et j'ai pris également, si vous voulez, sur les dernières statistiques, quelque chose que je pense qui peut intéresser tout le monde, c'est le prix au mètre carré des appartements. Eh oui. Alors, à Pau, on est en moyenne, donc c'est une moyenne, hein, à 1 650 €. À Oloron, on descend à 1 000 €. À Biarritz, nous sommes à 6 400 €, je le dis pour qu'on fasse on voit un petit peu la distinction. Et Pays basque côtier, 3 870 €. Pour les maisons, je fais vite, hein, pour les maisons, à Pau, nous sommes en moyenne à 211 000 €. À Oloron, en moyenne, ça a monté un petit peu à 145 000 €. À Biarritz, 620 000 € et au Pays basque côtier, 480 000 €. Non, mais c'est bien de donner ces comparaisons également, Voilà, bien sûr, bien sûr. parce que ça va expliquer bien des choses tout à l'heure. Les terrains à bâtir, à Pau, une moyenne 80 €, à Oloron, une moyenne 30 €, Pays basque côtier, 210 € et Biarritz, 0, parce qu'il n'y a pas de terrain à bâtir, à vendre à Biarritz. Et dans le neuf, on est, que ce soit au Oloron ou Pau, on est dans des fourchettes selon la construction, entre 3 000 et 5 000 € du mètre carré, hein. On monte bien entendu à Biarritz à 7 610 € et sur le Pays basque côtier, en moyenne, 4 620 €. Donc ça vous fait voir un panorama de valeur. Ces chiffres vous inspirent quelle question? Béarn est attractif et donc on va changer d'interlocuteur. Je vais poser une question à Marie-Céline Cazoba. Quels sont les atouts du Béarn? Qu'est-ce qui fait que les gens sont heureux de venir chez nous? Globalement, je pense que le Béarn a une image de qualité de vie, de cadre de vie un peu privilégié. Et c'est vrai autant dans la ville-centre qui est Pau que dans les villes moyennes que vous citiez, messieurs, précédemment, que dans les vallées ou le Piémont des Pyrénées. Après, je pense qu'on a aussi, d'un point de vue immobilier, des zones de marché qui sont très différentes d'un territoire à l'autre, hein. Et effectivement, le Béarn est globalement a une bonne image, une image d'attractivité. Mais ensuite, ce qui guide le choix des acquéreurs, c'est la dynamique des bassins de vie et de travail, surtout, hein, la dynamique économique des différents secteurs du Béarn. C'est la qualité des liaisons qui peut être différente, là aussi, d'un secteur à l'autre. La présence de l'aéroport, la présence autoroutière, la connexion possible avec la côte basque pour certains secteurs ouest du Béarn. Donc ça fait des zones de marché qui sont assez différentes et les chiffres que vous rappeliez montrent qu'il y a effectivement des zones de marché et pas un Béarn qui soit uniforme. La difficulté, enfin
l'attention qu'on doit porter à ce marché, c'est que spontanément, ce sont les zones couronnes de l'agglomération qui se sont développées, de par aussi leur proximité avec les zones d'emploi. Et il y a un enjeu à travailler la complémentarité et non la concurrence entre l'ancien que vous évoquiez et le neuf, pour que tous les secteurs tirent leur épingle du jeu. C'est un défi aujourd'hui pour les petites villes, notamment les villes moyennes du Béarn. Parmi l'attractivité, il y a aussi le fait que Pau est capitale, mais qu'elle n'a pas forcément tous les atouts pour attirer, puisqu'on voit que certains acheteurs partent vers d'autres petits bassins de vie. Je pense que ce que vous citiez surtout, c'était l'arrivée de bassins de vie extérieurs au Béarn. Récemment, Pau est en train de se transformer. Donc, et ça, on le ressent aussi. Je pense que certains chiffres, certaines évolutions que vous citiez sont liées à la transformation urbaine de Pau, et pas seulement à l'immobilier. Je pense que quand aujourd'hui on achète ou on vend un appartement à Pau, c'est le cadre de vie, c'est la transformation urbaine, c'est le bâtiment dans lequel on est aujourd'hui. C'est la qualité de service qui est en hausse, par exemple sur les déplacements, qui font une partie de cette valeur immobilière. Et donc là, notre enjeu, c'est que justement l'immobilier du centre-ville en profite de tout ce renouveau de Pau au travers de politiques publiques pour justement faire un saut qualitatif, quoi. Alors, on a promis de ne pas parler que de Pau. On va peut-être même parler un peu de Pays Basque tout à l'heure. Avant ça, Sonia Rivaud, Mme Cazoba parlait des petites villes. Alors, je crois qu'à l'Office 64, vous avez suivi d'assez près un dossier qui a ce nom-là un petit peu. C'est les petites villes de demain, avec une quinzaine de villes dans le Béarn, dont Garlin, je crois, qui m'est cher. C'est exactement ça, et c'est une des grandes ambitions de notre organisme qui consiste à s'adapter aux spécificités du territoire et également aux besoins de la population. Donc en tant qu'outil du département, on a Office 64 capacité à répondre aux enjeux de la politique habitat en zone détendue, ce qui est le cas pour les petites villes de demain. Donc en lien avec cette feuille de route, vous l'avez dit, 15 communes ont été récemment labellisées. Et donc le rôle, c'est de conforter le rôle majeur de ces petites villes dans la transition écologique et l'équilibre territorial. Donc là, l'idée, c'est effectivement d'aller plus sur des opérations en acquisition, amélioration, pour redynamiser les centres-bourgs et reconstruire la ville sur la ville. Oui, le Pays Basque, Romain en parlait. Donc, est-ce que vous voyez concrètement, Sonia Rivaud, une différence entre les deux marchés? Vous le voyez en tant qu'office HLM. Et après, je poserai la question à Antoine Fabre. Alors, je vous mentirais si je ne voyais qu'une légère différence. Oui, voilà. Donc, effectivement, les deux marchés sont très différents, même en termes de locatif social. Je vous le disais tout à l'heure, 18 000 demandes de logement à l'échelle du département, 65% pour la partie basque, 35% pour la partie béarnaise. Donc, cela génère bien évidemment des délais d'attente en matière d'attribution qui sont également très différents. 2 ans à peu près pour obtenir satisfaction pour un logement social sur la partie basque, 8 mois pour la partie béarnaise. Alors là aussi, on s'adapte en effet en termes de politique de construction, puisque à échéance 3 ans, l'Office 64 construira 200 logements sur la partie béarnaise, 700 sur la partie basque. Cette grosse différence entre l'immobilier basque et l'immobilier béarnais, vous êtes aux premières loges pour la voir également, Antoine Fabre. Alors effectivement, quand on voit que donc à 1 heure de route, à Oloron, le prix au mètre carré est de 1 000 € et qu'il est multiplié par 10, donc à 1 heure de route, je le rappelle, c'est assez surprenant. Alors en fait, quand même cette hausse des prix, si vous voulez, provient du fait que le Pays Basque côtier, d'abord, a une surface donc qui est réduite et les contraintes d'urbanisme font qu'on ne pourra plus construire puisqu'on est souvent en zone N ou A, juste à la sortie de certaines villes comme Saint-Jean-de-Luz, par exemple, où donc on ne pourra pas construire. Donc il y a une pression puisque les biens à vendre vont devenir rares. Il y a ensuite un second phénomène, mais qui est vraiment important, nous les notaires on le voit, si vous voulez, c'est qu'on a des investisseurs internationaux. Ce n'est pas que des Parisiens qui achètent une résidence secondaire, c'est que vous avez des Russes ou des Américains qui vont placer tout simplement leur argent, parce que quand on veut diversifier, quand on est très riche et qu'on veut diversifier ses possessions, eh bien, ça fait du bien d'avoir de la pierre dans un endroit qui ne risque rien, comme Paris,
et donc maintenant la façade océanique. Mais oui, vous Alors, avez vu que les Américains s'intéressent beaucoup à Pau en ce moment, vous avez vu. Et question de terrain aussi. Allez-y. L'immobilier, paraît-il. Il y a un autre phénomène, peut-être que M. Harry peut nous le décrire, en plus de ces phénomènes-là, sont ces futurs retraités béarnais qui avaient pour coutume d'acheter leur petit appartement à Cabreton, à Biarritz, à Hendaye, et qui maintenant ne peuvent plus. Et donc, peut-être se recentrent-ils, c'est vous qui allez me le dire, vers le marché palois et béarnais. Alors, oui et non. L'implantation de personnes qui sont extra-département, donc aujourd'hui, elle s'exprime sous différentes raisons. Le retraité, il vient dans la région bernaise parce qu'il est attiré par la qualité de vivre, par l'art de vivre et par les infrastructures que peuvent développer l'agglomération paloise et le Béarn. C'est la raison pour laquelle il va être attiré à venir sur la région du Béarn. Après, bien sûr, il va y avoir l'effet prix. Ce prix, il va avoir une tendance à placer des personnes plus à un endroit parce qu'ils vont être plus en capacité de pouvoir investir à certains endroits et pas à d'autres. Donc il est sûr et certain que les intentions des retraités, elles se font aussi par rapport à leur capacité empruntaire, par rapport à leurs conditions d'apport, et ce qui fait qu'ils vont apprendre une région plus qu'une autre. Pour autant, on sait que Pau et son agglomération paloise, ou le Béarn, est quand même à peu près à 1 heure de route de l'océan, à 1 heure de route de la montagne. Donc on est vraiment dans un emplacement qui est quand même assez stratégique sur l'ensemble. Aujourd'hui, moi, ce que je vois sur l'ensemble de ce qu'on a évoqué là à l'instant, c'est qu'on a quand même tout un écosystème immobilier qui est sous tension. C'est que vous avez des prix qui sont très tendus, c'est ce qu'on vient d'évoquer, sur des régions littorales qui sont parties dans des sommets incroyables. Je ne vais pas relater à nouveau ce qui a défrayé la chronique dernièrement, la Villa Bielsa que l'on gère, puisqu'elle a été vendue pour un appartement à 40 000 euros du mètre. Donc là, on atteint les cimes de la tendance des prix immobiliers, ce qui n'est pas forcément non plus raisonnable pour le reste du marché immobilier. Donc on a cette tension qui s'exprime sur les différents acquéreurs et vendeurs. Comme les acquéreurs ne peuvent pas justement atteindre un certain nombre de biens, eh bien justement, ils vont aller sur la tendance de l'accession sociale. L'accession sociale n'ayant pas forcément tout le portefeuille d'immeubles ou d'appartements à offrir, il va y avoir une tension qui va s'exercer sur ce point-là. Et puis aussi, l'existence des permis de construire qui ont été limités, qui aujourd'hui est un marché, le marché du neuf est en sous tension, eh bien, ces différents acquéreurs n'auront pas nécessairement aussi la possibilité d'aller sur le neuf. Donc tout cet ensemble du marché immobilier va se retrouver dans une tendance à donner un prix toujours à la hausse, ce qui n'est pas forcément le mieux. Mais ce qu'on peut voir dans tout ce qui s'est passé dans cette crise pandémique et dans ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tous les acteurs immobiliers, à un moment donné, se sont mis dans une action de complémentarité et de coordination avec ce qu'on appelle, entre autres, la digitalisation. La chaîne de transmission des différents opérateurs, que sont les notaires, que sont la banque, que sont les agents immobiliers comme nous, eh bien, on sait que la digitalisation, c'est un grand mot. Elle se fait soit de façon incrémentale ou soit de façon disruptive. Avec la crise pandémique, elle s'est faite de façon disruptive. Elle nous a obligés à aller proposer des biens, à les commercialiser pour des clients qui ne pouvaient pas justement faire de visites ou accéder directement aux biens par des visites virtuelles. Elle nous a obligés aussi à faire signer des actes par correspondance. Et donc, l'ensemble de l'écosystème a pu répondre par rapport à cette crise pandémique, a pu répondre par rapport à ce marché hyper tendu pour que les différents acquéreurs potentiels puissent bénéficier des biens qui sont à commercialiser. Alors, malgré tout, ce qu'on constate, c'est un phénomène qui existe depuis longtemps, Monsieur Fabre, c'est que le Béarn est peut-être attractif, mais il manque de biens, en tout cas de biens de qualité. Est-ce que vous le notez? Est-ce que vous voyez une évolution de la proposition qui est faite aux acquéreurs?
Alors, ce qui est certain, c'est qu'à l'heure actuelle, ce qui est recherché, on va dire, hein, pour alors là, je pense vraiment, je vais dans mon territoire, si vous me permettez, donc Oloron, la Oloron, vallée hein, ça, d'Aspe, vous avez- voilà, voilà. le Bar-et-Tous, etc. Ce qui est recherché à l'heure actuelle, c'est effectivement des maisons de taille normale. Pour normal, je ne sais pas trop ce que ça veut dire entre 80 et 120 mètres carrés, et avec donc un jardin qui serait entre 600 et 600 mètres carrés, 1000 mètres carrés. Alors, quand même, je pense qu'effectivement, j'ai l'impression qu'on est un peu en saturation dans les premières couronnes de Pau, hein, c'est-à-dire Jurançon, etc. Enfin, le Tour de Pau, quand on cherche ce type de bien, ça n'a pas l'air d'être très facile de le trouver. Par contre, quand vous franchissez la frontière Bel Air, si vous me permettez, c'est-à-dire quand vous revenez vers le Haut-Béarn, ça n'est pas quand même complètement saturé. Donc il y a quand même des biens. Maintenant, c'est peut-être pas des biens effectivement neufs, hein, ou en parfait état. Donc c'est le marché de l'ancien. Moi, je vais revenir dans Pau avec Marie-Céline Kazouba. La même question. Est-ce qu'il manque certains types de logements? Quelle est un peu la typologie du marché palois? D'abord, le marché palois, il est très actif. Et il est actif depuis assez longtemps, enfin très actif depuis assez longtemps. D'ordre de grandeur, nous, on voit passer de l'ordre de 1000 ventes par an, 1000 biens à la vente par an, voire un peu plus certaines années. Et maintenant que notre périmètre s'est étendu au cœur des communes du centre de l'agglomération, on voit aussi que sur ces communes-là, vous citiez Jurançon, le marché est actif également. Après, il est composé de biens très différents les uns des autres. C'est un marché très hétérogène. Donc, on a à la fois des biens très dégradés qui sont proposés à la vente et des biens de qualité. Et le signe qui est intéressant pour nous, c'est que dans ce volume de marché, la part des biens de qualité augmente. Et ça, c'est un signe du renouveau et de l'attractivité de Pau dans laquelle on essaye de s'inscrire, hein, d'amplifier. C'est-à-dire que les biens... sur un bien rénové, il ne va pas rester longtemps à la vente, qu'il soit dans le centre de Pau, dans le centre de Jurançon ou dans Suite-Billère. Et son prix est sur une tendance à la hausse. Par contre, il y a encore énormément à faire parce qu'on est sur un volume de marché très très conséquent, enfin le nombre de biens présents à Pau et le nombre de situations d'immeubles dégradés est encore très prégnant. Donc, il y a un enjeu à profiter des projets que je citais tout à l'heure pour que justement on aille chercher ces biens-là et on leur fasse franchir le saut qualitatif qui permette de proposer plus de ces biens de qualité qui trouvent preneurs sur le marché. Et parfois, c'est un peu peut-être difficile de créer des logements de grande taille ou pas pour accueillir des familles, parce qu'il faut faire revenir aussi les familles en cœur de ville. Alors, notre enjeu, c'est effectivement de diversifier l'occupation possible du centre-ville. C'est-à-dire qu'il y en a à la fois pour différents budgets, mais aussi pour différents types de ménages. Et effectivement, structurellement, le parc, il est composé de beaucoup de petits logements. Et malheureusement, le marché du neuf sur l'agglomération paloise proposait aussi beaucoup de petits logements. Et là, quand je parlais de concurrence tout à l'heure, la concurrence est très forte. C'est-à-dire que quand on construit un petit logement, on met en difficulté l'occupation d'un petit logement en centre-ville, parce qu'il sera forcément moins bien équipé, moins au goût du jour. Et donc, on a encore une difficulté sur le centre de Pau qui est prégnante, qui est celle de la vacance immobilière. Et la vacance immobilière touche effectivement beaucoup de petits logements. Quand ils sont présents dans le même immeuble et que cet immeuble est proposé à la vente, globalement, on peut, au travers d'un projet immobilier lourd, le transformer en grand logement. Ce n'est pas toujours le cas. Alors, je vais me tourner vers Sonia Rivaud. Avec l'Office 64, vous gérez des petits logements, mais aussi des grands logements. Vous êtes aussi, vous pilotez des opérations de construction parfois. Alors, comment on fait pour inciter les opérateurs à fabriquer des grands logements à Pau, par exemple? Alors, la particularité, c'est que, en tant que bailleur départemental, nous ne disposons pas, nous, de patrimoine sur la ville de Pau. Quand bien même, le constat qu'on fait, nous, c'est que plus de la moitié de nos demandeurs de logements sociaux sont seuls. Donc, par conséquent, les typologies les plus demandées chez nous sont les typologies de type 2 ou 3. Et donc, forcément,
toujours dans l'objectif de s'adapter aux besoins du territoire. Quand on construit, quand on mène à bien une opération de construction, on va construire 75% de T2 et T3. Ce qu'on constate, en dehors de l'agglomération paloise, en zone très détendue, c'est que la vacance, le stock de logements vacants qu'on peut avoir sont essentiellement situés dans des résidences anciennes, mais également hors agglomération paloise. Je voudrais poursuivre avec Sonia Rivaud sur les habitats de demain. Quels seront-ils? On parle d'habitat inclusif. Quelles sont un peu les évolutions pour les années qui arrivent? Et vous allez peut-être d'ailleurs pouvoir rappeler ce qu'est la notion d'habitat inclusif, pour qu'on parle de la même chose. Alors, l'habitat inclusif, c'est vrai que c'est un peu un mot à la mode, inclusif. Nous, le souhait, c'est de nous orienter fortement sur de la construction d'habitats destinés à des personnes seniors ou à des personnes en situation de handicap. Donc voilà, nous, notre notion d'habitat inclusif. Donc l'objectif, il est simple, c'est de générer des interactions entre résidents pour les amener ensemble vers un lieu commun pour pouvoir y exercer des activités ensemble, des activités culturelles, sportives, ludiques, etc. Donc le constat qu'on a fait aussi à ce sujet, c'est que 30%, à l'échelle du département, 30% de la population est aujourd'hui âgée de plus de 60 ans. Ça représente quand même 200 000 personnes à l'échelle du département des Pyrénées-Atlantiques. D'où notre souhait d'orienter en faveur de cette population-là notre offre de logement. Et donc, à l'échelle de notre parc béarnais, nous gérons à peu près 4000 logements sur la partie béarnaise. Donc, ce sont aujourd'hui 27% de nos locataires qui sont âgés de plus de 60 ans. Et si on se projette à 10 ans, eh bien, ce seront plus de 2 locataires sur 5 qui seront âgés de plus de 60 ans et qui peut-être évolueront dans un environnement qui ne sera plus adapté à leur état de santé. Donc l'habitat inclusif, je vais vous donner un exemple, un exemple qui a fait l'actualité très récemment. Donc sur la commune de l'Escar, la résidence inclusive et partagée, donc qui verra le jour en 2023, la résidence L'Ostalada, donc qui est un très bel exemple de mixité sociale. Nous en sommes opérateurs aux côtés de la CEPA. Donc c'est une résidence partagée qui offrira des logements, 15 logements à des personnes souffrant de déficience intellectuelle, 15% à destination de nos seniors et 5 logements à destination d'étudiants. Donc là, on est sur un projet qui a été un projet de longue haleine qui a été porté par une association qui s'appelle l'association Grandir Ensemble, très soutenue par la ville de l'Escar et donc avec un démarrage très proche. Vous avez parlé des seniors. Alors, je ne vais pas vous cacher que ça se voit dans les centres-villes que la population vieillit, puisque j'ai l'impression que dans chaque rue, Eric, je ne sais pas si vous avez cette impression-là, on a une résidence senior qui se construit. Madame Cazoba. C'est aussi parce que votre siège social, c'est aussi parce que votre siège social est près, en tout cas, de cette réalité-là. Mais c'est vrai, c'est vrai. Entre autres, mais on a fait dans Sud-Ouest, mais la République et l'Éclair l'ont fait aussi, le tour des résidences seniors. On voit qu'il y en a beaucoup, il y en a peut-être presque trop. Madame Cazoba, comment vous l'évaluez, vous évaluez ce phénomène des résidences seniors? Est-ce que vous pensez que ça prend trop de place dans la ville? Et quelle question qui ne reposera pas dans 20 ans. Mais allez-y. Effectivement, on constate tous, et Sonia l'évoquait, le vieillissement de la population. Et après, il y a plusieurs façons de répondre aux attentes des seniors et de l'évolution de leur habitat. Les résidences seniors en sont une. Elles répondent à une étape peut-être de la vie, à un budget. Donc, je pense qu'elles ne correspondent pas à l'ensemble des besoins des seniors, mais à un segment des besoins des seniors. Donc, il faut qu'on soit tous attentifs à ce que ce ne soit pas le produit unique développé sur le marché, sans quoi, là aussi, une résidence senior un petit peu ancienne subirait une concurrence d'une résidence senior livrée récemment. Donc, voilà, ça s'adresse vraiment à un type de besoin et à un budget. Ce qui est important, c'est important que ça existe. Après, ce qui est important, c'est qu'on entende les évolutions sociétales et les aspirations de ce type de ménage et d'autres types de ménages aussi dans l'enjeu du maintien à domicile, l'enjeu de ne pas seulement être entre seniors,
Je pense que c'est important Oui. quand on vit en ville, et notamment en centre-ville. Il a toutes les aménités pour des ménages vieillissants. Et je pense que leur aspiration, c'est dans l'espace public, mais peut-être aussi dans leur immeuble, de ne pas avoir seulement cet effet miroir de croiser que des gens du même âge, mais d'être bien dans la ville et au milieu des jeunes et des familles. Pour citer un exemple, il y a quelques années, on a proposé un immeuble à une association qui Habitat Humanisme et qui a mixé dans son programme à la fois des logements pour les personnes âgées et pour les jeunes, à l'échelle d'un petit immeuble. Ça fait que voilà, on reste complètement dans la ville et non pas dans l'entre-soi dans ce contexte. J'ai une question pour... Pardon, allez-y. je vous écoute. Allez-y, Sonia, allez-y. Vous Pour partagez la même rebondir, analyse, vous partagez la même analyse, je pense. Exactement. Évidemment. Donc pour rebondir sur ce que vient de dire Marie-Céline Cazoba, je vous ai parlé effectivement des résidences partagées inclusives. Il existe aussi des résidences intergénérationnelles. Donc les résidences intergénérationnelles, le principe est le même. C'est vraiment de créer de l'interaction et c'est de loger des personnes seniors à côté de familles pour justement générer ces interactions. Et c'est vrai que c'est une demande forte actuelle de nos collectivités, puisque nous allons en livrer 4 prochainement sur la partie béarnaise. Et Bertrand Henry, toutes ces résidences seniors, c'est de la concurrence déloyale pour les agents immobiliers? Il y en a trop? Pas nécessairement, parce qu'il faut loger tout le monde. Mais je rejoins ce qui a été dit. Avant de penser à construire des résidences seniors pour dire on construit des résidences seniors, il faut penser à ceux qui vont l'habiter. Est-ce qu'il faut habiter une résidence senior en étant senior complètement excentré de la ville, où vous êtes juste parqué dans ce bâtiment, ou est-ce que vous... Parce que quand vous êtes senior, vous avez aussi quand même la possibilité de pouvoir encore sortir et autres, ou est-ce que vous êtes complètement pris dans un centre-ville où vous allez pouvoir bénéficier des services de la ville? Donc ça va bénéficier pour les résidents, mais également pour la ville, à travers les services qu'elle va proposer. Avant de passer la parole à Romain pour qu'il pose la question que tout le monde se pose. Et qui sera la question de conclusion. Et qui sera la question de conclusion. Une dernière question à Sonia Rivaud, c'est comment favoriser l'accession à la propriété, comment les acteurs du logement social permettent à tout le monde d'accéder à la propriété. C'est ça, Monsieur Harry, on a parlé tout à l'heure. Donc, en effet, c'est comment donner la possibilité aux ménages modestes de se constituer un patrimoine immobilier. Alors, par la vente de patrimoine complètement classique, que tout le monde connaît, mais par également le biais de 2 dispositifs de commercialisation, que sont le dispositif PSLA et le BRS. Alors, le PSLA, explication rapide, voilà, explication rapide. Explication rapide, PSLA, donc prêt social de location accession. Donc ce dispositif permet d'offrir un achat sécurisé, puisque l'organisme social donc, accompagne l'accédant pour évaluer sa capacité d'emprunt, puisque pour accéder au PSLA, il y a une phase locative de 6 mois qui est minimum, qui est obligatoire. En ce qui concerne le BRS, donc le PSLA se pratique effectivement depuis de nombreuses années. Alors le BRS, bail réel solidaire, voilà. Donc c'est un dispositif qu'on démarre à peine. C'est vrai qu'on n'a pas le recul dessus, mais dans tous les cas, il est très prometteur dans le sens où là, on est sur la dissociation du bâti et du foncier. Donc on achète le bâti à un prix environ inférieur à 30% du prix du marché. Et donc, en contrepartie, on paye une redevance mensuelle qui est perpétuelle, donc à l'office foncier solidaire de l'organisme social en fonction de la surface habitable de son logement. C'est un gros avantage également pour les collectivités qui sont soumises à la loi SRU, cette fameuse loi qui impose donc aux communes de disposer de 25% de logements sociaux sur leur territoire, puisqu'en BRS, le bien reste dans le quota des logements sociaux. Merci pour toutes ces explications. On va arriver au terme de cette première webconférence. Vous allez pouvoir suivre les 2 autres quasiment dans la foulée si vous en avez le temps, ou bien à l'heure de votre choix. Vous aurez jusqu'au 16 mai pour faire cela sur le site que vous avez choisi. Donc on va arriver aux dernières questions. Il y en a une qu'on n'a pas posée, qu'on pose souvent tout à fait au départ. On en pose 2 d'ailleurs, très souvent au départ. Je vais me garder la dernière sur la fameuse grande question qui nous fait d'habitude le fil rouge à conférence. Est-ce que c'est le moment d'acheter ou de vendre? Mais ça, vous me le direz tout à l'heure. Mais avant cela, il y a une autre question qu'on a l'habitude de poser. Et cette question chiffrée, elle est pour Romain Béni.
Merci de me voler la plus belle des questions. C'est de toute façon la conclusion. J'entends bien, mais je vous la laisse volontiers. Dans ceux qui vont y répondre. Allez-y. Antoine Fabre, à quel taux on emprunte aujourd'hui en Béarn ? À l'heure actuelle, donc, nous sommes d'accord des prêts immobiliers pour un accident au logement. Donc, on est aux alentours de 1%. Donc, on a encore des taux qui sont... Pensez que quand j'ai démarré ma carrière, il y a des temps immémoriaux, les taux étaient à 12 ou 13%. Et donc, aujourd'hui, 1%, donc c'est tout à fait raisonnable. Cela étant, il faut inviter les candidats emprunteurs quand même à vérifier ce que va leur coûter l'assurance et les frais de garantie aussi, parce que tout n'est pas que dans le taux. Absolument, tout n'est pas que dans le taux. Alors à la question, est-ce le moment d'acheter ou de vendre? Chacun des trois intervenants qui restent va pouvoir donner sa réponse. Vous pouvez argumenter en 10 secondes, 20 secondes. Sonia, on va démarrer par vous. C'est le moment d'acheter, selon vous, ou c'est le moment de vendre? Ou les deux, mais en général? Alors moi, je ne vais pas avoir trop d'éléments en termes de logement social. On est quand même, on a quand même une spécificité plutôt sur le locatif, oui. Un peu moins sur l'accession sociale à la propriété. Dans tous les cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que l'accession sociale à la propriété, effectivement, donc, qui permet aux familles à revenus modestes d'accéder à l'accession, donc doit se développer sur notre territoire. Même question. Alors on va faire par ordre, non pas d'apparition à l'image, mais Bertrand-Henri. Oui, bien sûr, les deux. Les deux? Les deux. Pour quelle raison D'ailleurs, pour que les personnes comme vous aient du volume d'activité, mais pas que, mais enfin, allez-y. Pas le dire ainsi, allez-y. non, mais bien sûr, nous sommes là avant tout pour accompagner les clients qui, justement, pourront sécuriser leur vente ou leur achat. Elle est là, le principe de l'agent immobilier. Et je vais vous dire, vendre, oui, plus que jamais, si c'est au bon prix, après l'estimation qui est faite par un professionnel. Sinon, les vendeurs connaîtront les plus grandes difficultés à se libérer de leurs biens. Acquérir, bien sûr, les conditions empruntaires, elles sont plus favorables que jamais. On a aussi des conditions qui permettent aujourd'hui d'acquérir des biens et également dans le neuf qui donne des nouvelles conditions au niveau réglementation thermique. Je rappelle à cet effet que, bien sûr, que le fait est de vouloir acheter, c'est une bonne période. Mais demain, il faut savoir que le critère thermique va devenir une valeur dans la détermination patrimoniale d'un bien. Et donc, attention aux travaux que devront réaliser les propriétaires par rapport à l'acquisition qu'ils vont engager. Et attention aussi aux acquisitions dans le neuf, puisque la réglementation RT 2020, qui va de toute façon encadrer les règles thermiques, mais surtout donner naissance à des bâtiments BIPOS, des bâtiments à production énergétique passive. Obligatoirement, ça va donner de nouvelles tendances et donc de nouvelles orientations sur le parc immobilier existant. Et nous en reparlerons d'ailleurs dans la prochaine webconférence dédiée au neuf. Vendre, acheter, c'est le moment. À Pau, dans son agglomération, Marie-Céline Cazoba? Oui, c'est le moment. Et autant pour vendre que pour acheter. Pour acheter, parce que... J'aime bien parce que vous tournez votre visage, vous voyez, vers la vue panoramique que nous vous montrerons dans le générique de fin tout à l'heure. Dans le générique de fin, on va vous montrer toute la vue panoramique que nos invités voient d'ailleurs. Donc, oui, c'est là qu'il faut acheter. C'est là qu'il faut acheter parce qu'on a de plus en plus de biens de qualité proposés sur le marché, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Donc, voilà, peut-être que c'est moins hasardeux d'acheter aujourd'hui dans le centre de Pau que peut-être il y a quelques années parce que voilà, on a des niveaux de réhabilitation sur les biens proposés à la vente qui sont un peu plus intéressants. Après, c'est aussi le moment de vendre pour certains propriétaires qui ont peut-être sur les bras un immobilier qui mérite une réhabilitation qui est au-delà de leur portée. Parce qu'aujourd'hui, et c'est grâce, on ne l'a pas cité jusqu'à présent, mais à tout ce qui se travaille autour de la valorisation du patrimoine urbain et au fameux secteur sauvegardé, notre marché intéresse des opérateurs qui n'étaient pas présents jusqu'à aujourd'hui à Pau, qui interviennent notamment dans le domaine du Malraux et qui peuvent donner à certains biens immobiliers très dégradés une nouvelle vie. Parce que ces biens-là supposent des travaux au mètre carré qui peuvent dépasser 1 500 ou 2 000 euros et qui ne sont pas à la portée de leurs propriétaires d'aujourd'hui. Donc, c'est peut-être le bon moment pour vendre aussi.
Merci beaucoup. Vous avez répondu, Antoine Fabre, déjà tout à l'heure, partiellement à cette question. Mais acheter ou vendre, je vais l'étendre en Béarn? Alors oui, ce qui est sûr, c'est que je pense que dans le Béarn, il ne faut pas jouer, comme on le fait parfois sur le Pays Basque côté, la carte de la spéculation, parce que ça, on ne pourra pas avoir... C'est important ce que vous dites. Voilà. C'est important. Donc il ne faut pas jouer avec, en se disant je vais faire du business, je vais faire des affaires. En revanche, je pense que si les gens ressentent le besoin de bouger, c'est maintenant qu'il faut bouger. Parce qu'effectivement, on peut vendre et on peut acquérir dans des conditions honnêtes, à des prix honnêtes, et il n'y a pas de supériorité côté vendeur ou côté acquéreur. Donc c'est maintenant qu'il faut bouger si on le veut. Merci beaucoup. On va bouger, on va changer le plateau, on va changer les invités, on va vous suivre, vous voyez. Maître, merci en tout cas de ces préconisations. Merci à tous les quatre d'avoir répondu aux questions de Bruno, de Romain. Plus d'explications, plus de contenu, non seulement dans le supplément de 12 pages que j'évoquais tout à l'heure, mais également au travers des 2 webconférences qui suivent, qui sont placées juste à côté sur le site internet. Vous fermez cette fenêtre, vous en ouvrez une autre et vous avez déjà une 2e webconférence. C'est formidablement bien fait. À tout à l'heure.